Oubliez l'élégance en noir et blanc. Le véritable vieil Hollywood était un véritable désastre haut en couleur, fait de mauvaises décisions, d'égos bizarres et de scandales si stupides qu'ils en devenaient brillants. Nous sommes sur le point de déterrer les histoires que les studios pensaient enterrer à jamais. Celles qui prouvent que les plus grandes stars étaient souvent les plus grands idiots. 1. Parlons de John Wayne, le duc, l'homme Marlboro sous stéroïdes, l'incarnation humaine du steak et du whisky. Un homme si viril qu'il pensait probablement que les émotions étaient hors du communisme. Et pourtant, ce pick-up ambulant aurait été plus effrayé par les chevaux qu'un végétalien lors d'un barbecue texan. Pas seulement nerveux, du genre « Haha, j'espère que ce cheval ne va pas me marcher dessus ». Non, une terreur totale, les mains moites, du style « Je pourrais mourir aujourd'hui », chaque fois qu'il grimpait sur l'une de ces tondeuses à gazon à quatre pattes. Chaque gros plan de lui chevauchant vers le coucher du soleil était un miracle de montage, de tranquillisant pour chevaux et de prière. Le cow-boy le plus dur d'Amérique n'était en fait qu'un type qui se chuchotait à lui-même. « S'il te plaît, ne fais pas caca. S'il te plaît, ne rue pas. S'il te plaît, ne me mange pas. » Et le studio? Ils l'ont couvert plus assidûment que la CIA ne couvre les observations d'OVNI. À ce stade, les chevaux méritèrent probablement leur propre Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour avoir fait semblant de ne rien remarquer. 2. Errol Flynn ne se contentait pas de faire la fête intensément. Il faisait la fête comme si Dieu le regardait et qu'il voulait être banni du paradis. Alors un soir, sa fête devient ennuyeuse. Et au lieu de, je ne sais pas, commander plus de boissons, ce fou décide que la solution évidente est de voler un ours. Genre un véritable ours, avec des griffes et des crocs. Du style pourrait vous dévorer le visage. Il entre nonchalamment dans un zoo privé, attrape la maudite bête et la ramène à la maison comme un pack de 6 bières. Les invités sont là, debout avec leur martini, essayant de ne pas croiser le regard du prédateur alpha qui garde maintenant le cocktail de crevettes. Pendant ce temps, l'ours pense probablement « Alcool gratuit, encas gratuit, putain ouais ». Ce n'était pas une fête, c'était un crime accompagné de hors-d'œuvre. Et honnêtement, ça a marché, parce que rien ne crie plus « légende d'Hollywood » que de traiter la faune comme des cotillons et de survivre pour raconter l'histoire. 3. Le film L'extravagant Dr. Dolittle était censé être un conte touchant sur un homme qui parle aux animaux. En réalité, c'était un film d'horreur où les animaux étaient les méchants, et le budget, la victime. Le plateau était une apocalypse animale ininterrompue. La star, Rex Harrison, détestait les animaux, ce qui est un excellent point de départ. À partir de là, un écureuil l'a mordu, des moutons ont mangé le scénario, probablement un acte de pitié, et des canards se sont suicidés en se noyant. C'était moins un tournage de film qu'une négociation d'otages avec une bande de terroristes à fourrure qui voulaient juste un meilleur service de restauration. La production entière était un zoo pour enfants incontrôlable de plusieurs millions de dollars venus de l'enfer. Un désastre cinématographique si spectaculaire qu'on ne pouvait pas en détacher les yeux. 4. Howard Hughes, c'était comme si Elon Musk dirigeait un studio de cinéma, mais ivre. En plein milieu du tournage, il regarde autour de lui et lance « Vous savez ce qu'il nous faut? Plus d'autruches. » Et avant que quiconque puisse l'arrêter, il fait venir une petite armée de ces poulets dinosaures d'1,80 m au regard vide. À la seconde où elles arrivent, elles organisent un coup d'état à grande échelle. Les plumes volent, les caméras basculent, l'équipe court pour sauver sa peau pendant que ces dindes surdimensionnées piétinent partout comme si elles étaient nées chez elles. L'ingénieur du son essayait probablement d'en repousser une avec une perche micro tandis que le réalisateur acceptait simplement son sort. Les dégâts ont probablement coûté plus cher que tout le budget de restauration du film, mais pour Hughes, ce n'était que le prix d'une bonne rigolade. Quelque part, encore aujourd'hui, une autruche raconte à ses enfants la fois où elle a failli gagner un Oscar pour le meilleur second rôle du chaos. Et Hughes, il est resté là, souriant, pensant probablement « c'est la meilleure chose que j'ai jamais faite ». Véritablement un pionnier du harcèlement au travail à base d'oiseaux. 5. Alors, imaginez la scène. Une actrice se fait mordre par un chimpanzé. Bien sûr, ça craint. Mais elle décide alors. Vous savez qui doit entendre parler de ça? Un juge?
Elle poursuit carrément en justice Jiggs le chimpanzé qui jouait Cheetah dans Tarzan. Imaginez être l'avocat dans cette affaire, debout au tribunal en train de dire « Votre honneur, ma cliente a été mutilée par ce monsieur là-bas. Oui, celui qui se cure le derrière et le mange. » L'avocat de la défense du chimpanzé lui a probablement juste donné une banane et lui a dit d'invoquer le 5e amendement. S'attendait-elle à ce qu'il se présente en petit costume cravate, prêt à témoigner? Le juge a immédiatement rejeté l'affaire, probablement en pleurant de rire. Le sténographe judiciaire a probablement dû consigner « rire incontrôlable dans la salle d'audience » dans le procès verbal. L'Amérique, le seul endroit où vous pouvez poursuivre un singe en justice et quand même finir par passer pour l'idiot. Je veux dire, quelle était la demande de dommages et intérêts? Des bananes? Une thérapie pour les flashbacks de dents de singe? Le summum absolu de la folie hollywoodienne. 6. Alfred Hitchcock était un génie, mais aussi, genre, un moniteur de colonie de vacances sadique. Son idée d'une blague amusante? Il a parié avec un membre de l'équipe qu'il ne pourrait pas passer une journée entière avec un sac de poisson pourri attaché à sa jambe. Et le gars a accepté. Alors maintenant, vous avez une pauvre âme qui se promène en sentant le plateau de sushi de Satan pendant que Hitchcock est assis sur sa chaise, ricanant comme un fou. L'arôme est passé de « marché aux poissons désagréables » à « catastrophe écologique maritime à grande échelle » en environ 3 heures. Même les mouettes évitèrent ce type. Hitchcock ne se contentait pas de réaliser des thrillers, il les vivait. Sauf que dans ce cas, le méchant était un tilapia. Imaginez essayer de prononcer une réplique sérieuse à un homme qui sent comme s'il venait de se battre avec un kraken dans une benne à ordures. À l'heure du déjeuner, les gens sur le plateau faisaient des paris parallèles pour savoir si le gars allait s'évanouir ou simplement se dissoudre en une flaque de jus de poisson. Les blagues de Hitchcock étaient moins du genre « haha » et plus du genre « oh mon Dieu, est-ce que c'est légal ?» 7. Clifton Webb était assez riche pour posséder un manoir, mais trop froussard pour nager dans sa propre piscine car il la croyait hantée. Ouais, hanté? Comme si Casper traînait là, jugeant son papillon. Alors, chaque fois qu'il nageait, il demandait à son majordome de se tenir là et de monter la garde, parce que rien ne repousse mieux les fantômes qu'un homme en smoking tenant une serviette. Était-ce le fantôme d'une nageuse synchronisée ratée? Ou juste un spectre à la peau fripée qui détestait les bombes dans l'eau? Ce n'était pas juste snob, c'était du snobisme de niveau olympique. Parce que tout le monde sait que les fantômes, réputés pour traverser les murs, sont absolument terrifiés par un homme nommé Jeeves. Quelque part, un fantôme rit encore « Bouh! Bouh! Espèce de riche idiot !» Imaginez ce majordome racontant à ses amis lors d'une soirée poker « Ouais, je garde toujours la piscine hantée. » Non, je n'ai pas de prime de risque. Oui, le fantôme donne de meilleurs pourboires que mon patron. 8. Walt Disney. Créateur de magie, destructeur de barbe. L'homme dirigeait Disneyland comme si c'était un camp d'entraînement pour mentons glabres. Les employés n'avaient même pas droit à une barbe de 5 heures. Même si vous jouiez un pirate, vous pouviez piller un navire et brandir un coutelas, mais un bouc bien taillé était apparemment un pas de trop vers l'anarchie pour le royaume enchanté. Il y avait probablement des inspecteurs du follicule secrets qui parcourèrent le parc, prêts à plaquer tout employé qui oserait laisser pousser un seul poil rebelle. Pendant ce temps, Walt lui-même arborait une moustache tout le temps. L'hypocrisie est si épaisse qu'on pourrait la tresser. Rien ne dit plus « amusement en famille » qu'un patron qui applique la loi sur la barbe plus durement que la prohibition. C'était le coup de maître ultime, créant un monde à sa propre image rasée de près, tandis que sa propre lèvre supérieure restait un monument poilu à sa philosophie du « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». 9. John Huston était un réalisateur qui considérait les acteurs moins comme des êtres humains que comme des accessoires qui se plaignaient occasionnellement. Et rien ne le prouvait plus que sa propre fille. Quand Angelica Huston est tombée de cheval et s'est cassé le nez en pleine scène, son instinct paternel s'est manifesté. Je plaisante, il n'en avait aucun. Alors qu'elle était au sol, se demandant probablement si son visage était maintenant un tableau de Picasso, la réaction légendaire de Huston a été en gros « Bon, celle-là est cassée. Trouvez-moi une nouvelle. » Il n'a pas demandé si elle allait bien.
Il a demandé une nouvelle actrice avec toute la profondeur émotionnelle d'un gars qui retourne un grille-pain défectueux. C'est comme quand votre manette de Xbox tombe en panne et que vous prenez juste la manette de rechange sans y penser. L'équipe est restée là, sans voix, regardant un homme virer sa propre fille en sang. Ce n'était pas du cinéma, c'était la sélection naturelle avec un budget, et Angelica venait de se faire éliminer de l'île. 10. Et puis, il y a Sam Goldwyn, un producteur dont le cerveau était en gros un modem 56K essayant de se connecter à la réalité dans un monde en 5G. L'homme était célèbre pour ses Goldwynismes, des phrases si stupides qu'elles en étaient presque profondes. Son chef-d'œuvre? Exiger que l'équipe se débarrasse des arbres dans un plan parce que, et je cite, « ils ont l'air trop faux ». Laissez-vous imprégner de ça. Il a regardé de vrais arbres, créés par Dieu, vivants, et a pensé qu'ils n'étaient nés pas assez réalistes pour son film. Il en voulait à la photosynthèse elle-même. On peut imaginer une équipe de bûcherons costauds, tronçonneuses à la main, complètement déconcertés. Alors vous voulez qu'on coupe les vrais arbres pour que ça ait l'air plus vrai? Que voulait-il à la place? Des arbres en plastique, importés d'un catalogue Sears? Ce n'était pas une note de production. C'était un homme déclarant la guerre à la nature parce qu'elle n'était pas à la hauteur de ses normes imaginaires. Et franchement, idiote? 11. Ce Silbe 2000 n'avait pas seulement un ego. Il avait un ego si démesuré qu'il lui fallait son propre code postal et un assistant personnel pour ses fesses. Et le seul travail de cet assistant était d'être son garçon à la chaise. L'existence entière de ce gamin, son unique but sur cette terre, était de suivre 2000 sur le plateau en portant une chaise, juste au cas où les jambes du réalisateur décideraient de lâcher spontanément. 2000 marche 3 mètres? Le garçon à la chaise le suit, comme un chiot loyal avec un meuble. 2000 s'arrête pour crier sur quelqu'un? La chaise est immédiatement placée sous son royal postérieur. Ce n'est pas juste de la paresse, c'est un niveau de paresse si profond qu'il en devient une forme d'art performance. L'homme était si important que son propre cul ne pouvait pas se fier à lui-même pour trouver un siège. Imaginez mettre « transporteur de trône personnel » sur votre CV. 12. En 1931, Universal Studios craignait que son nouveau film Dracula ne soit pas assez effrayant. Leur solution n'était pas une meilleure musique ou un meilleur montage. Non, leur idée de génie fut d'embaucher un crieur professionnel. C'était un vrai métier. Ils ont engagé un acteur dont la seule compétence était de hurler comme une alarme incendie dans un immeuble qui s'effondre et il le plaçait dans le public. Au moment le plus tendu, ce type poussait un cri à glacer le sang, faisant en sorte que tout le cinéma se fasse dessus collectivement. Ce n'était pas seulement briser le 4e mur, c'était le défoncer à coups de masse et courir nu à travers le trou. Imaginez que vous regardez un film et que le gars à côté de vous se transforme soudainement en Banshee. Vous n'avez plus peur de Dracula. Vous avez peur du psychopathe qui est sur le point de faire un anévrisme à la rangée 7 et de vous emporter avec lui. 13. Audrey Hepburn était l'une des actrices les plus aimées de la planète. Mais quand il s'est agi de chanter dans My Fair Lady, le studio a en gros dit « On t'adore, mais s'il te plaît, tais-toi ». Après qu'elle eut enregistré avec diligence toutes ses chansons, ils ont secrètement engagé une chanteuse de l'ombre pour doubler sa voix, transformant l'une des plus grandes stars du monde en une artiste de playback très bien payée. Ils l'ont payée une fortune, en fait, pour ne pas chanter. C'est l'insulte la plus polie et passive-agressive de l'histoire du cinéma, l'équivalent corporate de tapoter la tête de quelqu'un en disant « Tu as essayé ». Imaginez-la assise à la première, souriant gracieusement pendant que la voix de quelqu'un d'autre sort de sa bouche. C'est comme être invité à un repas partage et se faire dire « Ton plat a l'air délicieux. On va le mettre sur une table séparée dans le garage, juste au cas où. » 14. Un studio de cinéma avait besoin d'une jungle. Sont-ils allés dans une vraie jungle? Bien sûr que non. Ce serait trop facile. Au lieu de ça, ils ont décidé d'en construire une, dans le désert de l'Arizona. Ce plan était si stupide que c'est un miracle que le soleil n'ait pas simplement fait fondre les caméras en signe de protestation. Ils ont transporté des milliers de plantes tropicales et les ont simplement plantées dans le sable, en espérant que tout se passe bien. Comme on pouvait s'y attendre,
toute la jungle a eu l'air magnifique pendant environ 11 minutes avant d'abandonner collectivement et de mourir, transformant le plateau en un triste cimetière de plantes marron. On pouvait presque entendre les palmiers crier en se desséchant jusqu'à devenir poussière. Pendant des années, les randonneurs du désert tombaient probablement sur un unique palmier fossilisé et se demandaient quel genre de fou avait essayé de se battre avec le soleil et avait perdu si lamentablement. 15. Charlie Chaplin a été frappé par une action en recherche de paternité qui ressemblait moins à une affaire judiciaire qu'à un spectacle de clowns avec des marteaux de juge. La science, un test sanguin flambant neuf et de pointe, a prouvé sans le moindre doute qu'il n'était pas le père. Affaire classée, n'est-ce pas? Faux. Le juge, dans un moment de pur génie stratosphérique, a en gros dit « La science, c'est stupide » et a ordonné à Chaplin de payer quand même une pension alimentaire. Le juge a effectivement créé un nouveau précédent juridique. La loi du « il a l'air coupable et il est riche, alors on se fiche des faits ». Le tribunal a officiellement décidé que les sentiments étaient plus importants que l'ADN. Une décision si monumentalement stupide qu'elle devrait être enseignée dans les facultés de droit comme un exemple de ce qui arrive quand le cerveau d'un juge part en vacances. Chaplin a été reconnu coupable du crime d'être assez célèbre pour être poursuivi en justice, et cet enfant a gagné à la loterie génétique sans même avoir de ticket gagnant. 16. Dans le vieil Hollywood, les studios ne possédèrent pas seulement votre carrière, ils possédaient votre visage, et ils n'avaient pas peur de faire quelques rénovations. Quand Norma Shearer commençait à devenir célèbre, un cadre de génie a décidé qu'il manquait quelque chose de crucial à son visage. Des trous, plus précisément, des fossettes. Alors, ils l'ont en gros forcé à subir une chirurgie plastique pour les créer. Ce n'était pas pour corriger un défaut, c'était pour installer une fonctionnalité, comme si elle était un fichu Monsieur Patate. Ouais, elle est super, mais vous savez ce qui la rendrait plus mignonne? Si on lui faisait juste quelques entailles dans les joues. Il y a probablement eu une réunion du conseil d'administration à ce sujet. C'est un aperçu terrifiant d'une époque où un studio pouvait littéralement ordonner une modification physique parce qu'un vieux type en costume pensait que ça vendrait plus de billets. La perfection n'était pas innée. Elle était installée chirurgicalement sur demande, comme un DLC précommandé pour un être humain. 17. Mickey Rooney, la boule d'énergie humaine, a décidé qu'il méritait une augmentation. Il s'est donc rendu dans le bureau de l'homme le plus puissant d'Hollywood, le faiseur de roi Louis B. Mayer. Au lieu de négocier comme un être humain normal, Mayer, le patron de la MGM, a déployé la manœuvre de pouvoir ultime en entreprise. Il s'est mis à pleurer. Pas juste une petite larme. On parle de sanglots profonds, des chutes du Niagara de larmes manipulatrices. Il a gémi sur le fait qu'il aimait Mickey, comme un fils, et qu'il était blessé que Mickey ne pense qu'à l'argent. C'était un niveau de chantage affectif si audacieux qu'il aurait dû gagner un prix. Rooney, un jeune acteur, était probablement assis là, complètement déconcerté, regardant un magnate de studio millionnaire faire une crise de niveau bambin pour éviter de lui payer quelques dollars de plus. C'est la seule négociation commerciale de l'histoire qui aurait pu être arrêtée avec une sucette et une sieste. 18. Les censeurs du vieil Hollywood étaient terrifiés par deux choses. Le communisme et le fait que les gens mariés dorment parfois dans le même lit. Dans la série I Love Lucy, Lucille Ball et son véritable mari, Dizzy Arnaz, ont été forcés de dormir dans des lits jumeaux séparés, comme s'ils étaient dans une colonie de vacances des années 1950. L'implication était qu'ils n'étaient que des colocataires qui se trouvaient être mariés. Mais l'absurdité a atteint son paroxysme lorsque Lucy est tombée enceinte dans la vraie vie. Les censeurs ont paniqué et ont interdit le mot « enceinte » de la série. Ça ne les dérangeait pas de la montrer avec un ventre de femme enceinte énorme, mais dire le mot qui décrit comment il est arrivé là? Pure obscénité. Elle attendait un heureux événement, ou comme le réseau préférait probablement, souffrait d'un cas grave de 9 mois de cigogne. La logique était absolument déconcertante. 19. Le code Hays n'était pas juste un règlement. C'était un manifeste écrit par un comité des prudes les plus terrifiés et les plus choqués de la planète Terre. Ce document déclarait la guerre à la réalité elle-même. Il interdisait tout, de la monstration de toilettes à l'écran,
car apparemment le public américain oublierait comment fonctionne la plomberie, au baiser durant plus de 3 secondes. Le résultat fut un univers cinématographique bizarre, où les gangsters parlaient comme des comptables polis et les couples mariés avaient moins de contact physique que 2 étrangers dans un ascenseur. Chaque film donnait l'impression d'avoir été fait pour être projeté dans le sous-sol d'une église. Le code était si restrictif que c'est un miracle que quiconque dans ces films soit jamais né. C'était la tentative d'Hollywood de mettre le pays entier à l'épreuve des enfants, et les résultats étaient notés d'une stérilité hilarante. 20. Pour faire appliquer les règles insensées du code Hays, les studios employaient une police des mœurs sur chaque plateau. Ce n'étaient pas des flics, c'étaient des rabat-joie professionnels. Imaginez un homme à l'air triste dans un costume froissé, caché dans l'ombre d'une scène d'amour avec un chronomètre, prêt à crier « Coupé !» C'était 3,2 secondes de contact labial. L'anarchie est sur nous. Leur travail consistait littéralement à mesurer la passion et à s'assurer qu'elle restait dans des limites stériles et préapprouvées. Ils avaient des règles pour vérifier la longueur de la fente d'une robe et la profondeur d'un décolleté. C'était le métier le moins sexy de l'histoire des métiers sexy. Ils étaient l'incarnation humaine d'une douche froide, engagés pour s'assurer que rien qui ressemble de près ou de loin à un véritable plaisir humain n'arrive accidentellement à l'écran. 21. Le code Hays était si paranoïaque qu'il interdisait aux cinéastes de montrer les détails de la commission des crimes, juste au cas où un type dans l'Ohio prendrait des notes. Cela a conduit au cliché le plus stupide de l'histoire des films de braquage. La scène magique de l'ouverture de coffre-fort. Un cambrioleur suave s'approchait d'un énorme coffre de banque, y collait son oreille et prenait un air pensif. Plan suivant, et la porte d'acier géante est grande ouverte. Comment a-t-il fait? A-t-il embobiné la serrure? A-t-il utilisé un mot magique secret? Nous ne l'avons jamais su, car les censeurs croyaient que montrer quelqu'un tourner un cadran transformerait instantanément chaque spectateur en un maître criminel. C'était un fantasme paranoïaque qui a transformé chaque thriller policier en un spectacle de magie pour tous publics, où le plus grand mystère était de savoir comment l'intrigue pouvait même se dérouler. 22. Seul au sommet de la paranoïa de la guerre froide, le FBI pouvait regarder La vie est belle, le film de Noël, le plus réconfortant jamais réalisé, et y voir un sinistre complot communiste. Oui, le Federal Bureau of Investigation a lancé une enquête officielle, soupçonnant que le message du film sur la communauté et sa critique d'un banquier avide était en fait une propagande secrète de Moscou. On peut imaginer 2 agents au visage sombre regardant le film, prenant des notes furieuses. Le sujet George Bailey prône le soutien financier collectif. C'est du communisme. Il dénonce le capitaliste Monsieur Potter. Définitivement du communisme. Ils étaient à 2 doigts d'accuser le Père Noël d'être un agent du KGB. C'est le summum absolu de la stupidité bureaucratique, un moment où le gouvernement américain a officiellement déclaré la guerre à la joie de Noël. 23. En 1938, Orson Welles a décidé de faire une blague à l'ensemble des États-Unis d'Amérique. Sa diffusion radio de la guerre des mondes était si terrifiante de réalisme qu'elle a provoqué une panique nationale, des milliers de personnes croyant sincèrement que des Martiens avaient atterri dans le New Jersey et vaporisé la population. Les gens faisaient leurs valises, appelaient par la police et se préparaient à se battre pour leur vie contre des envahisseurs extraterrestres inexistants. C'était la plus grande et la plus accidentelle expérience sociale de l'histoire, qui a prouvé qu'un bon acteur avec une voix effrayante pouvait convaincre une partie importante du pays de perdre la tête collectivement. Welles n'a pas seulement raconté une histoire, il a mis à l'épreuve l'esprit critique de l'Amérique, et la nation a échoué de la manière la plus spectaculaire et la plus hilarante possible. 24. À l'âge d'or des coups de pub, rien ne surpasse la fois où la 20th Century Fox a assuré les jambes de Betty Grable pour $1 million. Ce n'était pas un secret, c'était tout l'intérêt. Ils traitèrent ces jambes comme si elles étaient la Joconde, un trésor national qui devait être protégé à tout prix. Il faut imaginer la conversation bizarre avec les agents d'assurance de la Lloyd's de Londres. Oui, une police pour 2 jambes. Non, pas la personne entière, juste de la hanche aux pieds. Que couvrait même la police? Un claquage? Une apparition soudaine et catastrophique de cellulite?
C'était une manœuvre marketing si glorieusement absurde qu'elle a parfaitement fonctionné. Elle a cimenté ses jambes comme légendaire, tout ça parce qu'un studio a décidé de leur mettre une étiquette de prix, transformant une paire de membres en un spectacle à $1 million. 25. Aujourd'hui, si une star prend 1 kilo, son attaché de presse publie une déclaration sincère. Dans le vieil Hollywood, le contrat de Lupe Vélez avait une clause qui l'a transformé en gros en un porc primé à la foire du comté. Le studio l'obligeait à faire des pesées publiques. Il traînait une balance géante dans une pièce pleine de journalistes et la forçait à monter dessus. C'était un rituel d'humiliation bizarre conçu pour lui rappeler, ainsi qu'au monde entier, que le studio possédait son cul. Littéralement. Son poids était traité comme une action cotée en bourse, et chaque gramme pris était un krach boursier catastrophique pour une bande de vieux types en costume. Pouvez-vous imaginer votre patron dire « Johnson, ce rapport trimestriel est en retard, et on dirait que vous avez abusé des beignets. Montez sur la balance de la honte. » C'était un niveau de propriété d'entreprise si extrême qu'ils ont probablement essayé de lui mettre un code barre sur le front. 26. Loretta Young et Clark Gable ont eu un bébé secret, et leur plan de dissimulation a été concocté par quelqu'un dont la principale compétence en résolution de problèmes était de frapper des choses avec une pierre. Young a disparu, puis est réapparu pour adopter un bébé. Le seul problème? Le bébé ressemblait plus à Clark Gable que Clark Gable lui-même. C'était comme si elle avait donné naissance à un minuscule clone chauve de lui, avec les célèbres oreilles de Gable, qui pouvaient probablement capter des signaux radio depuis l'espace. Tout Hollywood était au courant. Ils ont juste fait semblant, souriant et hochant la tête, tout en s'envoyant probablement des textos « OMG, t'as vu le nouveau gamin adopté de Gable? C'est lui avec une couche. » Ils se sont donné tout ce mal pour simuler une adoption, alors qu'ils auraient pu simplement mettre une pancarte sur le berceau du bébé disant « Propriété de Clark Gable. Veuillez retourner s'y trouver. » 27. Marlon Brando était un acteur de génie qui considérait la mémorisation des répliques comme une tâche pour les simples mortels, comme payer ses impôts ou utiliser ses clignotants. L'homme a carrément refusé d'apprendre ses textes. Au lieu de cela, il a été le pionnier d'une méthode de paresse pure et sans mélange. Il faisait écrire ses répliques sur des fiches et les cachait partout sur le plateau. Scotché sur des lampes, au dos d'autres acteurs, probablement sur le front d'un membre de l'équipe endormi. Imaginez essayer d'avoir une scène dramatique et poignante avec un type qui ne vous regarde pas dans les yeux, mais qui plisse les yeux pour lire une note scotchée sur la poitrine de votre partenaire de jeu. Ces partenaires n'étaient pas seulement des acteurs, ils étaient des prompteurs ambulants. C'est la flexibilité ultime, être si légendaire que vous pouvez littéralement lire votre description de poste tout en le faisant et quand même obtenir une nomination aux Oscars pour votre performance intense. 28. Clark Gable, le roi d'Hollywood, se prenait pour un grand chasseur. Puis il est parti à la chasse et a accidentellement tiré sur une vache. Une vache immobile, broutant de l'herbe, non menaçante, dont le seul crime était d'être délicieuse. Au lieu de faire la chose humaine normale, aller voir le fermier et dire « Oups, désolé, voici une liasse de billets », il a paniqué et a appelé les avocats du studio. Soudain, il ne s'agissait plus d'une vache morte. C'était Bovine-Mageddon, une crise de relations publiques à part entière. Le fermier a probablement pensé qu'il était victime d'une farce d'extraterrestres quand une flotte de voitures noires a débarqué pour discuter de la mort injustifiée de sa vache laitière. Il voulait juste $50 pour sa vessie, mais à la place, il a eu un aperçu de la machine hollywoodienne à compliquer tout à plein régime. 29. La plupart des types riches achètent une Ferrari. Léo Carrillo, un second rôle, a décidé qu'il voulait acheter un pays. Selon la légende hollywoodienne, ce fou est devenu si riche grâce à l'immobilier qu'il a essayé d'acheter une énorme partie de la Basse-Californie au Mexique pour créer sa propre nation. Léolandia, probablement. Ce n'était pas juste une vantardise d'ivrogne. Il aurait fait une offre sérieuse. Pouvez-vous imaginer l'audace pure et magnifique qu'il faut pour aborder une nation souveraine et demander « Alors, combien pour ce bout au fond? J'ai du cash ?» Son premier décret royal aurait probablement été de rendre les siestes obligatoires et de mettre son propre visage sur la monnaie.
La réponse du gouvernement mexicain a probablement été une combinaison de silence stupéfait et de rires incontrôlables avant de lui dire poliment de s'en aller. 30. Rudolph Valentino, le type qui faisait s'évanouir les femmes juste en regardant la caméra, a acheté une bague qui était apparemment maudite par Satan lui-même. Le vendeur l'a prévenu. Ce truc porte malheur, mais Valentino a probablement juste pensé que c'était une technique de vente cool. Faux. Après l'avoir acheté, sa carrière s'est effondrée et il est mort à 31 ans. La bague a ensuite été transmise comme un cotillon maudit, apportant misère et mort à ses nouveaux propriétaires. Cette bague avait un nombre de victimes plus élevé que la plupart des chefs de la mafia et une meilleure histoire que la moitié des scénarios d'Hollywood. Dans une ville alimentée par les ragots et les mauvaises ondes, une bague tueuse était bien plus crédible que la malchance. C'était l'accessoire ultime pour les tragiquement condamnés, le bijou hot topic des années 1920. 31. Barbra Streisand n'a pas seulement un bon profil. Elle a un profil si puissant qu'il dicte les lois de la physique sur ses plateaux de tournage. Pendant des décennies, ses contrats auraient stipulé qu'elle doit, dans presque toutes les circonstances, être filmée de son bon côté gauche. Le côté droit de son visage est apparemment comme l'Arche d'Alliance. Si vous le regardez, votre caméra fondra et votre âme quittera votre corps. Cela a créé des cauchemars logistiques pour tout le monde. Les réalisateurs, les caméramans et les autres acteurs devaient exécuter un ballet compliqué de mouvements juste pour éviter de capturer accidentellement le profil interdit. C'est un niveau de contrôle de diva si absolu qu'elle a probablement fait signer un accord de non-divulgation au soleil. Ses partenaires ne jouaient pas. Ils orbitaient autour d'un corps céleste, priant pour ne pas dériver accidentellement vers le côté obscur de la Babs. 32. Ah oui, le duel le plus pathétique de l'histoire d'Hollywood. Deux types dont vous n'avez jamais entendu parler, ivres comme une fraternité étudiante lors d'une fête de rentrée, ont décidé de se battre pour une femme, avec des pistolets, à l'aube. Le problème, c'est qu'ils étaient encore si saoulés qu'ils pouvaient à peine tenir debout. Ils titubent dans le champ, se visent et tirent. Les balles sont parties si loin qu'elles auraient pu abattre un ballon météo dans le comté voisin. À un moment donné, un écureuil aurait déposé une ordonnance restrictive juste par sécurité. Ce n'était pas tant un duel que deux bambins jouant à un GN de Call of Duty avec de vraies munitions. Personne n'est mort. Mais la dignité? Ouais, elle n'a pas survécu. Les témoins ont dit que ça ressemblait moins à une fusillade qu'à deux pères essayant de réparer un barbecue en étant complètement ivres. L'Amérique, les amis, ou même les duels sont des flops au box-office. 33. Mike Todd était un producteur qui fonctionnait sur le principe que trop n'était jamais assez. Pour une première de film dans une ville désertique, il avait une peur rationnelle. Et s'il pleut? Sa solution n'était pas de consulter les prévisions météo. C'était d'engager un faiseur de pluie. Pas un gars avec une application météo, mais un type qui prétendait pouvoir littéralement commander les nuages. Todd a payé à ce charlatan une grosse somme d'argent pour ne pas faire pleuvoir. On sait très bien que ce faiseur de pluie a passé toute la journée assis dans une caravane climatisée, à boire des martinis et à agiter de temps en temps un bâton vers le ciel pour la forme. C'est l'utilisation d'argent la plus brillamment stupide de l'histoire d'Hollywood. Il payait littéralement un gars pour un service que le désert fournissait déjà gratuitement. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et voilà mes amis, le vieil Hollywood, un monde construit par des maniaques du contrôle, dirigé par des fous et célébré d'une manière ou d'une autre comme l'âge d'or. Mais voici ce que je veux vraiment savoir. Qui était pire? Les patrons de studios tirant les ficelles comme des marionnettistes sadiques ou les stars gâtées enfreignant toutes les règles comme si le monde était leur terrain de jeu personnel? Exprimez-vous dans les commentaires et convainquez-moi de quel côté de ce cirque se trouvait le vrai méchant. Et si vous avez aimé voir le linge sale d'Hollywood être ainsi exposé, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous, parce que croyez-moi, les prochaines histoires sont encore plus stupides.